Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'artiste que nous accueillons cette semaine aime s'attarder, poser son regard averti sur des sites paysagers étranges et particulièrement les milieux montagneux, la forêt et les pierres. Amoureux de la nature dont il ne cesse de découvrir encore ses finesses et ses secrets, il joue parfois la carte de l'urbanisme dont l'exercice l'intéresse aussi pour certains de ses clichés. Plusieurs livres à son actif, ce voyageur ne cesse de nous surprendre par la douceur de ce qu'il nous montre, comme s'il nous livrait un petit bout de lui-même, une confidence. Notre tête de l'art est photographe et s'appelle Pierre Riche. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation. On va apprendre bien sûr à vous découvrir et à comprendre votre travail. Alors vous, la photographie, elle est arrivée de façon progressive dans votre vie. Vous avez fait les arts déco à Strasbourg. Et déjà là, le paysage était très présent dans vos travaux. Quelle fascination vous avez pour cette nature? Elle vous dit quoi? De quelle manière elle résonne en vous? Elle nous raconte notre propre histoire aussi. On est effectivement, nous, en tant qu'humains, on est fait de paysages, on est des paysages intérieurs, et c'est ça qui m'intéresse. Parce que finalement, la nature, elle est d'une diversité incroyable. Et donc, c'est un peu une sorte d'écho à notre humanité, je trouve. Et puis, visuellement, c'est absolument... on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas, ouais. C'est merveilleux, voilà. Et puis, que dire de la nature? Je pourrais parler des heures de la nature. Donc, moi, je m'oriente plutôt vers le paysage dit sauvage. Dans mes photographies, il n'y a pas de présence humaine physique, mais l'humain est quand même présent derrière. Notamment quand je photographie les pierres. Donc les usages que les humains ont pu faire de la pierre, mais également toutes les érosions qui datent de centaines de millions d'années. Voilà. On va reparler des pierres, bien évidemment, parce qu'elles ont vraiment du sens dans votre travail. Vous utilisez vraiment le terme de réalité intérieure quand vous parlez de la nature. Ça revient presque à chaque fois. Alors en quoi ça nous ressemble? Vous, ça évoque quoi? Ça évoque nos pensées, ça évoque je sais pas, nos failles, nos chemins, nos routes. Exactement. On peut être aussi des arbres d'une certaine manière. On prend racine ou on se déracine parfois sous des coups de la tempête. Vous voyez tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et puis après, bien sûr, en tant que plasticien et photographe, ce sont les formes qui me fascinent aussi. Les formes de la nature et la lumière, comment la lumière va s'accrocher aussi à ces cailloux, à ces chemins, à ces végétations, à ces animaux aussi. Il m'arrive de photographier des animaux aussi. Voilà, donc c'est une aventure. Tout ça, ça vous inspire exactement, en permanence. Alors vous êtes un véritable amoureux de la nature, on l'a compris, un promeneur. Dès que vous avez un peu de temps libre, évidemment, vous le consacrez à ça. Et vous avez vraiment un intérêt spécifique pour le massif des Vosges. Alors, c'est pas le seul lieu, mais celui-ci, il vous parle vraiment. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit, ce massif? Déjà, j'y habite depuis une petite trentaine d'années. J'étais en région parisienne et je suis arrivé ici pour faire mes études. Ça a dû être un choc. C'est un choc. Non, un choc et un émerveillement, justement, parce que c'est vrai que les Vosges, tant du côté lorrain, mosellan, alsacien, c'est un massif d'une extrême diversité, à la fois par la géologie, mais aussi par les espaces naturels aussi, qui en font partie. Quand on va du côté du Honeck, on est dans un milieu quasiment alpin, où on peut croiser des chamois. Et puis quand on va aller du côté de la forêt de Fossard, on va être beaucoup plus dans un milieu clos, avec toute cette ambiance de contes de fées, d'irréalité, de brume. Voilà, donc c'est une montagne très variée, très variée. La géologie, vous allez voir du côté du Grès, du Grès des Vosges du Nord, on est vers Bitche. Et à Bitche, là, c'est un grès très particulier qui s'appelle le Bunsenstein. Et Bunsenstein, c'est un grès très orangé, alors que le granit du Honeck va être un granit beaucoup plus gris, beaucoup plus lumineux aussi, d'une certaine manière par sa blancheur. On peut visiter aussi
un peu de volcanisme, voilà. Donc il y a une immense diversité géologique, les espaces naturels à la fois, les tourbières du côté de la Bresse, ça c'est vraiment des rencontres. Puis en fonction des saisons, des éclairages. Des éclairages. C'est jamais la même peinture finalement qu'elle nous livre, cette nature. C'est comme ça que vous le vivez. Exactement. Et puis on le disait rapidement, depuis quelques années, donc vous vous intéressez aux pierres, aux roches, que vous abordez d'ailleurs dans 2 de vos ouvrages, Chemin de pierre et Croisée de monde. Donc là, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur notre réalité intérieure, c'est-à-dire que les pierres, elles ont une histoire, elles se sont construites, elles sont toujours là, elles ont beaucoup de choses à nous dire. C'est un peu dans cet état d'esprit que vous les photographiez? Absolument. Elles fonctionnent comme des sculptures en fait. Alors c'est vraiment génial pour les photographes parce qu'une sculpture, on peut tourner autour. Et les pierres accrochent la lumière et j'essaie en fait de les rendre vivantes d'une certaine manière. Alors pourquoi elles sont vivantes? Alors que c'est vrai que apparemment on pourrait dire qu'une pierre c'est très inerte, mais en fait elles se sont construites en centaines de millions d'années, elles bougent avec une lenteur infinie. Quand on va du côté du Cotentin, oui, mais bien sûr elles se patinent, elles subissent les érosions de la mer, du vent, du gel, etc. Et quand on va donc du côté du Cotentin, on a des roches qui datent de 2 milliards d'années. Vous vous rendez compte, ça dépasse totalement. Oui, on a du mal à se rendre compte même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, les rendre vivantes par le truchement finalement de la technique photographique que j'essaie de rendre la plus limpide possible. Voilà. Vous passez combien d'heures dans la nature? Vous l'avez déjà estimé? Vous savez un peu... Je ne comptabilise pas les heures. Disons que je ne suis pas un mitrailleur de photos, hein. Je ne prends pas énormément de photos, je choisis mes lieux, je tourne autour, voilà. Donc, je ne peux pas dire combien d'heures. Après tout, peu importe, parce que quand on photographie des roches qui ont 2 millions d'années... Oui, c'est vrai que là... le temps n'a plus vraiment d'importance, on est bien d'accord. On va marquer une petite pause musicale avec les artistes qui nous accompagnent pour la 4e semaine. Il s'agit de Céluge et Léon avec le morceau Paradoxe. Voilà, si vous venez de nous retrouver, notre tête de l'art de la semaine et photographe s'appelle Pierre Riche. On parlait des pierres juste avant le morceau qu'on vient d'écouter. Est-ce que ça vous demande aussi un gros travail de recherche, de documentation? Est-ce que ça fait partie aussi de la construction de votre univers photographique? Bien sûr, je me documente beaucoup. Je vais voir sur... Internet, je consulte des livres. Bien sûr, c'est vrai que, par exemple, sur le travail que j'ai fait sur toute la France, comme j'ai fait 30 000 kilomètres, à peu près, je ne me déplace pas nécessairement pour rien. Donc, on peut le comprendre. Je réfléchis avant, il y a des incontournables, mais il y a aussi les surprises du terrain. Il y a aussi des fois la signalétique routière. Des fois, j'ai de temps en temps l'œil aiguisé. Je dis, tiens, ce lieu-dit peut être intéressant. Et donc, il m'arrive effectivement d'avoir des belles surprises de manière totalement fortuite. Ce sont des quêtes un petit peu de l'ordre de l'intuition. C'est vrai que je consulte des livres avant, les cartes bien entendu. Je suis un amoureux des cartes aussi. Ça va avec. Voilà, des petits lieux-dits. Et il y a bien sûr les incontournables, les lieux qui sont extrêmement connus. Je ne peux pas y échapper. Ce ne sont pas toujours les plus émouvants, pas nécessairement. Je vois par exemple un lieu qui est extraordinaire qui s'appelle le Nombril du monde. C'est une minuscule petite pierre, une roche d'à peine 1 mètre de haut, qui est face à une petite chapelle du XIIe siècle. On est du côté de la Loire. Et c'est le Nombril du monde, déjà en soi, c'est toute une histoire. Oui, c'est sûr. Il y a effectivement toute une histoire dans ce petit village, qui est un village de conteurs. Ouais. Voilà. Donc ce sont les surprises de la route. Oui, puis vous apprenez sans cesse. C'est ça qui est fascinant aussi, quoi. C'est qu'il n'y a pas de fin, ça ne s'épuise jamais, ce sujet. Alors, parfois, le portrait s'invite dans votre travail. Il y a quelques années, vous avez fait une série sur les personnes âgées. Donc là, qu'est-ce qui vous a amené à vraiment bifurquer, à sortir un peu de cette nature? En général, ce sont des rencontres qui font qu'on est amené à travailler dans un autre champ de l'art, du moins de la représentation photographique. C'est-à-dire que là, j'ai 2 très bons amis qui sont Cécile Huet,
qui est responsable de l'association Scène 2, que sans doute nous connaissons, que vous connaissez, qui est aussi une passionnée du son, et avec qui on a travaillé sur ce projet, ainsi que François Klein, qui est un sculpteur extraordinaire installé dans la vallée du Rabodeau, que je vous invite d'ailleurs à rencontrer. Et on a eu l'idée de rencontrer les personnes âgées de la vallée du Rabodeau et de la vallée de la Bruche, qui sont deux vallées mitoyennes, l'une sur le versant du Bas-Rhin et une autre sur le versant des Vosges. On a rencontré pendant 2 ans les personnes âgées, à la fois dans les maisons de retraite et à domicile. Et moi, je me suis concentré sur des photographies, non seulement des visages, mais aussi les mains. Les visages sont un petit peu, si vous voulez, comme des paysages. Ce sont des images que j'ai transcrites en noir et blanc, parce que je trouve des fois que c'est plus distancé, c'est plus respectueux aussi des fois de la personne, dans le sens où la couleur est un peu crue, un peu réaliste. Et donc, l'intérêt de ces images, je trouve, c'était que dès lors que les personnes étaient surtout concentrées sur les questions, un peu comme moi là en ce moment, il y avait un côté très naturel. Donc les photographies sont un peu saisies au vol. C'est une émotion de l'instant. C'est une émotion de l'instant. On ne regarde pas dans l'objectif. Et donc il y avait une sorte d'intimité avec ces personnes avec lesquelles on a conversé pendant 2 heures. Donc j'avais 2 heures de mon temps pour les photographier. Et ça a donné lieu à une exposition intéressante où on a combiné à la fois les voix des personnes enregistrées, les sculptures de François Klein et mes photographies qui étaient un peu suspendues comme des drapeaux dans le palais de l'abbaye de Senones il y a déjà quelques années. Mais finalement, ce que vous me dites, c'est en train de me faire penser que quelque part le travail est le même, parce que les personnes âgées, par leur peau, par leur vécu, elles racontent aussi toute une histoire, comme les pierres peuvent nous raconter quelque chose. Une mémoire, il y a presque une texture identique, en fait. Oui, puis on s'intéresse quand même à de l'humain, hein. C'est pas inerte non plus. Non, bien sûr, mais dans ce que vous nous dites ou dans ce que vous ressentez, il y a un fil conducteur. Bien sûr, On est d'accord, je n'extrapole pas dans le vide. Absolument pas. J'ai l'impression que quel que soit votre travail, vous naviguez beaucoup à l'intuition, en fait, finalement. C'est un peu l'impression que ça donne. Oui, je suis un boulimique aussi de la photo et du moins des projets. J'enchaîne projet sur projet et je suis toujours effectivement dans cette démarche un peu fluide, dans cette fluidité. Effectivement, ça fait partie de mon caractère, sans doute. Mais certainement. Totalement. Et puis il y a aussi, assumez, vous avez bien raison. Il y a aussi tout un travail d'installation où vous aimez montrer vos photographies de manière assez différente, en fait. Et vous les inscrivez dans la nature. Nouveau, elle est toujours là. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, je m'occupe depuis 20 ans d'une association qui s'appelle Hélicop, qui organise une biennale d'art contemporain sur le Sentier des Passeurs. Donc à cette occasion-là, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'ai installé mes photographies dans des lieux qui sont improbables pour la photo, notamment sur ce sentier magnifique qui est un sentier de mémoire, organisé par Hélicop. Et donc, effectivement, à cette occasion-là, j'ai fait des recherches comme ça, comment installer des photographies d'une autre manière. Donc, j'ai encollé des photographies sur des pierres, j'ai suspendu des photos dans les arbres, j'ai essayé, finalement, d'expérimenter une autre façon de montrer la photographie dans la nature, en lien, bien sûr, in situ, avec le paysage et l'histoire du lieu. Et alors, quel retour vous avez eu? Parce que ça amène nécessairement l'œil à regarder la photographie différemment. Le fait de sortir d'une salle d'expo, d'inclure la nature dans la nature, c'est comme des fenêtres qu'on ouvre. Bien sûr, bien sûr. Quels échos vous avez eu de ça? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Ça interfère avec la nature, il y a une distance et en même temps il y a une connivence assez curieuse, c'est étrange, effectivement, c'est des objets comme ça apparemment qui sont parachutés, mais dans mon travail j'essaie vraiment d'aborder le côté installation in situ, c'est-à-dire je réfléchis aussi au lieu, qu'est-ce qui se passe autour de cet endroit-là, les arbres, comment ça fonctionne. Par exemple, la dernière installation, c'était en 2000.
2016 sur le Sentier des Passeurs. Ce sont des photographies suspendues sur des vieux arbres morts. Donc ce sont des photographies que j'ai tendues sur des rondelles de bois. Donc, et elles tournent. Elles tournent comme des sortes d'horloges étranges, comme ça. Et c'est une grande vague de Ouessant qui tourne d'un côté. Et de l'autre côté, on a le dieu Mitra, une sculpture qu'on a trouvée du côté des Vosges, qui est exposée en ce moment au musée de la Cour d'Or à Metz. Donc c'est un détail du dieu Mitra qui a été découvert dans les Vosges. Donc il y a une sorte d'association de dieux antiques avec cette vague de Ouessant dans la nature. Donc c'est une sorte de poésie et d'énergie de la nature exposée dans la photographie. Et en ce moment, c'est vrai que j'expose aussi mes pierres au jardin de Vesserlin, aussi sur le même principe, dans la nature. Bah oui, forcément. Dans votre actu, il y a le tout dernier livre en date, Croisée de monde. Là, vous avez souhaité nous dire quoi, nous montrer quoi? Quelle est la thématique de ce livre? Devinez. Hein, écoutez, je ne vois pas. Il s'agit des pierres, en fait, mais des pierres de cette nouvelle grande région Grand Est. Oui. J'ai eu la curiosité d'aller voir du côté de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace, de ces trois anciennes régions qui restent quand même culturellement ancrées, Lorraine, Alsace et Champagne. Mais qu'est-ce qui va les réunir à travers ce filtre de la pierre? Donc j'étais voir du côté des Ardennes, du côté du Haut-Rhin, de la Haute-Marne, et j'ai découvert des endroits absolument extraordinaires. Et ça donne lieu à un livre qui à la fois associe le patrimoine de la nature et le patrimoine humain. Donc on va effectivement des photographies classiques de pierres, d'érosion des pierres, jusqu'aux mines de fer, par exemple, de Lorraine, notamment la mine de Neuchef, qui est une très ancienne mine. Il y a des pièces qui doivent dater du XVIe siècle. Donc on est vraiment au cœur du travail humain. Donc j'ai associé dans le livre à la fois la nature et le patrimoine. Livre que je recommande, qui est vraiment très très beau. On marque une deuxième pause musicale avec l'artiste qui nous a accompagnés musicalement pendant 4 semaines, que l'on remercie d'ailleurs. Céluge contre Léon, Céluge et Léon. Dernière partie de ce Tête de l'Art avec Pierre Riche. On va parler de l'actu maintenant, forcément, ça fait partie du jeu. Alors, est-ce qu'actuellement, on peut découvrir des expos? Est-ce qu'on peut aller voir en vrai, sur site, votre travail? Oui, il faut aller du côté du jardin de Vesserlin, là j'en parlais tout à l'heure. C'est une opération qui s'appelle l'Art dans les jardins, qui se prolonge jusqu'à fin septembre à travers une opération autour de Jules Verne. Donc mes photographies sont installées tout au sommet du parc, entre une dizaine de grands tilleuls, pardon. Et donc ce sont des photos de pierres suspendues et qui volent un petit peu au vent. J'intitule ça En vol. Et donc c'est installé jusqu'au 30 septembre dans le jardin de Vesserlin. D'accord. Et puis l'abbaye de Senones aussi cet été? Ah oui, alors nous préparons une exposition thématique qui va s'appeler Veau d'or, vache maigre, autour de la relation entre l'art et l'économie, la mondialisation. Donc où on va inviter essentiellement des jeunes artistes à exposé au palais abbatial de l'abbaye de Senones. Donc les années où nous n'organisons pas le Sentier des Passeurs, nous investissons l'abbaye de Senones à travers une exposition thématique. Et là, les artistes vont interroger de manière pertinente la relation avec l'argent, avec la question du social. Voilà. Et j'exposerai sans doute avec mon collectif qui s'appelle Chambre à part, parce que je fais partie d'un collectif de photographes qui s'appelle Chambre à part. D'accord, qu'on invitera alors à ce moment-là. Absolument. Tout à fait. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous montrer aujourd'hui? Où est-ce qu'il a été rangé? Où est-il? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Attention au micro, attention au micro. Il est en dessous là. Alors, c'est une boîte. Oui. Une boîte de bois. Oui. À l'intérieur duquel il y a des pierres. 2 pierres. Étonnant, dites donc. Sauf que, en fait, c'est 2 pierres que j'ai choisies parce qu'il y en a une qui est
une pierre que j'ai depuis que je suis gamin. Je ne sais pas d'où elle me vient. C'est un vestige archéologique. Elle est belle, hein. J'imagine que ça représente une hache préhistorique. Alors, je suis désolé, je n'ai peut-être pas le droit de la tenir, mais c'est comme ça. Je ne sais pas d'où elle me vient. Et elle me servait quand j'étais gamin pour taper les clous quand je bricolais. En fait, c'est une hache. Et celle-ci, c'est une pierre qui vient de Bonifacio. Donc, quand j'ai fait mon tour de France dans mon avant-dernier livre qui s'appelle Chemin de pierre, eh bien voilà, j'ai ramené des pierres parce que je ramène des cailloux. Et ça, ce sont des pierres des falaises de Bonifacio. Ce sont des calcaires, un calcaire qui est un petit peu, vous voyez, j'ai les mains un peu poudreuses déjà, qui en sert des petits coquillages. Et je trouvais intéressant de vous présenter les deux, à la fois la pierre usage humain et la pierre, voilà. Puis ça vous résume, finalement. De la France. Ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Exactement. C'est un bonheur de vous rencontrer, Pierre Riche. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On retrouve bien sûr le site internet de Pierre Riche pour revoir son travail et suivre son actualité. Et puis ce programme est visible en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.